Cette semaine, la colombe Joseph John Gouté a déployé ses ailes dans le chaudron du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'émissaire de Paul Biya était porteur d'un message de paix et de réactualisation du dialogue. 3 ans après les revendications corporatistes, mues en velléité sécessionniste, fruit sans doute d'un dialogue de sourds ayant prêté le flanc à la radicalisation, le gouvernement semble avoir saisi les contours du malaise profond et veut y administrer une thérapie de choc. La crise dans ces régions exigeant de réviser 2 volets, l'histoire politique et la dimension socio-économique. Quelles sont donc les solutions pour un retour définitif à la stabilité? Sans fioriture ce matin, nous esquissons le schéma de l'apaisement. En deuxième sujet, nous tenterons de comprendre la posture de certaines puissances étrangères, visiblement favorables à l'intervention extérieure au Cameroun, au motif de crise humanitaire aiguë entre enjeux géopolitiques et réaffirmation souverainiste. Le Cameroun est-il la cible ou une cible? Le Cameroun paye-t-il finalement le lourd tribut de sa réputation d'havre de paix? On en parle également dans le cadre de cette livraison politiquement incorrecte. Enfin, comment préserver l'unité nationale au Cameroun, vacillante depuis peu sous l'effet de la surenchère verbale qui agite la fibre ethnique et met en mal le vivre ensemble? Nous dresserons le diagnostic pour trouver la panacée à la consolidation de cet acquis à l'aune de la célébration de la 47e édition de la fête de l'unité du Cameroun. Les sujets sont donc parfaitement connus, les invités confortablement installés. Le code de conduite de cette émission reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Cette émission, comme tous les dimanches, admet donc l'interactivité. Vous pouvez également réagir et apporter vos contributions au débat ce dimanche, uniquement par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Je décline rapidement le profil des invités ce dimanche. Emmanuel Kounié, expert financier, cadre du Social-Démocratie Front, est avec nous. Bon dimanche, Emmanuel. Bon dimanche, Yves, merci de me convier à cette haute réflexion. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Je dis bonsoir à mes panélistes et vivement que le débat commence et on verra bien. Juste à proximité de vous, on a le président Bandakani, qui est le président du nouveau mouvement populaire panafricaniste. Président, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci Yves de m'avoir invité. Je salue Mme Kounié, que vous avez déjà présenté. Je salue les autres panélistes. Un clin d'œil particulier aux techniciens, sans qui on ne peut pas travailler. Et un bon dimanche particulier à vos millions de téléspectateurs répandus dans le monde. Je voudrais également présenter le docteur Narcisse Gonne, qui est stratégiste. Vous êtes également en consultant. Merci d'être venu ce dimanche. Merci pour la confiance renouvelée. Je dis bonjour aux panélistes et je dis bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais présenter également Sam Séverin Ngo, acteur politique, journaliste chevronné, qui a fait le déplacement de Yaoundé pour être avec nous ce dimanche dans le cadre de cette livraison. Sam Séverin Ngo, bon dimanche et merci d'être venu. Merci de m'accueillir sur ce plateau de LTM. Merci à vous, particulièrement Yves Sanjo. C'est une belle occasion de retrouver une maison que j'ai bien connue par le passé et vu l'importance des sujets, je suis très heureux ce dimanche. Évidemment, on va terminer la présentation du panel ce dimanche avec le professeur Jacqueline Koyok, qui est maître de conférence, elle est sociologue, elle est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Professeur, merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir associé à ce débat. On va donc couvrir rapidement les hostilités ce dimanche avec cette visite ou ce séjour de Joseph John Gouté dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le Premier ministre émissaire de Paul Biya a annoncé la relance d'un dialogue. Emmanuel Kounié, d'ailleurs, d'abord sur cette visite, sur cette présence du Premier ministre, première observation, premier commentaire. Oui, pour ma part, je pense que c'était une tournée de prise de contact. Bon, maintenant, on va
mettre ça dans toutes les sources, dans toutes les formes qu'on veut. Je crois que le Premier ministre a fait cette tournée pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre connaissance des problèmes qu'il y a dans le Nord et le Sud-Ouest. Je ne pense pas qu'il ait relancé quoi que ce soit. Je crois qu'il est allé peut-être pour s'enquérir de la situation. Et quand vous parlez de relance du dialogue, c'est comme s'il y avait déjà eu le dialogue. Je crois qu'on demande le dialogue et il y a les conditionnalités, il y a des préalables. On ne peut pas dialoguer tant qu'un certain nombre de préalables ne sont pas mis en place. On ne peut pas dialoguer quand le pouvoir, lui, il rédige sa position. Il ne fait aucun mouvement. On a demandé que les acteurs ont demandé que le pouvoir, n'est-ce pas, crée des conditions de désescalade pour que le dialogue ait lieu. Rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez pas penser que le Premier ministre allant là-bas, c'est une relance du dialogue parce que rien n'a changé dans la configuration. Si le Premier ministre est allé là-bas, il y a eu tous les mouvements que nous avons vus. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'aller démontrer que les gens sont contents ou que les gens sont heureux de voir le Premier ministre. Non. Nous pensons que si on doit relancer le dialogue, il faudrait qu'un minimum de choses, que des actions concrètes soient perceptibles du côté du gouvernement, notamment des actions qui vont permettre de penser que la désescalade est amorcée, parce que c'est le gouvernement qui doit le faire. C'est le gouvernement qui a embastillé un certain nombre d'acteurs qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison pour rien, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont posé des actes. On ne peut pas penser que nous allons aller à ce dialogue dans ces conditions. Donc je crois que ce qui est fait, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Et puis il y a un autre problème. M. John Gouté est allé au nord ou au sud-ouest. Et après quoi? La personne qui envoie M. John Gouté nous a-t-il dit quel est son chronogramme? Qu'est-ce qu'il va faire après coup? Personne ne sait. Nous ne pouvons pas être gouvernés par des gens qui confisquent, n'est-ce pas, le programme de leurs actions et qui pensent qu'ils vont nous distiller ça comme Dieu distille le bonheur aux hommes, où mais la pluie tombe, le soleil arrive, personne ne sait quand ça va arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si M. Paul Biya a une idée sur la manière dont ce dialogue doit être fait, qu'ils nous disent que voici le chronogramme de mes actions, parce que s'il a été voté par 71% de Camerounais, comme ils le disent, il faudrait qu'ils les respectent et qu'ils disent à ces gens-là ce qu'ils sont en train de faire. Nous ne pouvons pas être dans une nébuleuse où on nous dit on est en train de faire ceci, et tout le monde, vous-même, tout ce que vous dites là, ce sont des supputations, personne ne sait quelle est la suite. Président Bandakani, sur cette descente du Premier ministre, émissaire du Président de la République dans ces régions en crise, votre premier commentaire sur cette descente, est-ce que le vent d'apaisement souffle déjà? C'est une évidence. Il est clair pour tous, et ça tape à l'œil, que ce que nous venons de voir n'était pas possible il y a quelques mois, n'était pas possible il y a quelques années. Les foules que nous avons vues aller spontanément vers M. le Premier ministre, de telles images n'étaient pas possibles hier. Ce qui indique un changement de situation. La donne sur le terrain a changé. La donne sur le terrain a sérieusement évolué. Les raisons qui expliquent cette évolution sont nombreuses. Peut-être on y reviendra dessus tout à l'heure. Donc, globalement, nous sommes très satisfaits parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? C'est que la paix revienne dans ces régions et que la population retrouve la vie qu'elle menait avant. C'est ça qui est l'objectif final. Il n'y a aucun plaisir à voir les populations vivre la vie qu'elles vivent aujourd'hui. Il n'y a aucun plaisir à voir que les relations entre l'État et les populations dans une région ne sont pas au beau fixe, parce que ceux qui perdent à la fin, ce sont les populations. Donc, nous, on est très satisfaits de cette visite de M. le Premier ministre, qui a connu un succès évident, ce qui pour nous est un signe que la donne a changé. Il faut capitaliser cela pour qu'enfin on sorte de cette crise. Docteur Narcisse Ngone, dans une zone insécure comme ce fut le cas, ou c'est encore le cas dans ces régions en crise-là, quelle interprétation donner à cette nouvelle descente d'un membre du gouvernement? De toute évidence, ça change un peu du militaire, la descente du Premier ministre, parce qu'on avait vu depuis le début des actions militaires tous azimuts, et aujourd'hui on a des actions non militaires, donc du politique qui descend sur le terrain pour essayer d'apaiser la population. Je pense que le gouvernement a compris qu'il fallait aller utiliser d'autres méthodes pour essayer de gagner les cœurs et les esprits dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Il a parfaitement compris certainement cette citation du général des sports qui disait que la guerre, ce n'est plus contraindre, ce n'est plus vaincre, mais c'est convaincre. Donc cette descente vise
fondamentalement à convaincre la population de la bonne volonté du gouvernement pour essayer de trouver des solutions à cette crise. Et je pense que c'est une rectification de la mauvaise communication du gouvernement dès le début de la crise. Donc ici, cette mesure vise un peu à assurer un peu un correctif à la communication des crises qui a été menée jusqu'ici. Donc pour moi, je trouve que c'est une bonne façon de se rattraper pour le gouvernement et un début d'être certain des mesures non contraignantes pour trouver une issue à cette crise. Sam Siferango, est-ce que cette descente du Premier ministre chef du gouvernement peut stopper les velléités sécessionnistes dans ces régions? On estime que c'est une situation qui a été observée parce que durant 3 ans, évidemment, quelques personnes se sont radicalisées dans cette partie du terroir-là. Vous avez le sentiment qu'on peut véritablement stopper cet élan sécessionniste? Écoutez, moi je suis très amusé quand j'entends des discours qui se gargarisent de ce qui se passe là-bas. Vous venez de le rappeler vous-même, ça fait 3 ans. 3 belles années au minimum d'ailleurs, parce que si on veut aller un peu plus loin, on peut aller bien dans l'histoire du Cameroun aujourd'hui, même ces dernières années, parce que ces velléités irrédentistes, ça ne commence pas qu'il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, moi j'étais encore tout près de vous ici à Douala, je sais comment tout cela a commencé. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a eu droit? On a eu droit qu'à du mépris, de la condescendance de la part d'un État voyou, pardonnez-moi, qui ne se soucie guère de l'intérêt général de ses populations. Ça, c'est vraiment pour qu'on se comprenne en fixant ce postulat d'entrée de jeu. Je ne suis en aucune façon émerveillé par ce qui se fait à travers la villégiature du ministre, du premier d'entre eux, John Ngouté. C'est du folklore en bonne et due forme, parce que ce n'est que ce qu'ils savent faire au Cameroun. Et je suis davantage triste parce que on se serait attendu à ce que, parce que M. Kounié y est allé tout à l'heure du dos de la cuillère avec des pincettes, on se serait attendu quand même à ce que, avec cette pression internationale qui est forte, puisque nous, sur le plan interne, on ne nous a pas écoutés, on ne fait pas attention à ce que nous disons comme leader d'opinion sur place, pour qu'il y ait non seulement le dialogue avec toutes les forces vives du Cameroun, mais davantage également aller vers des mesures de décrispation véritablement. Malgré qu'on est sur la corde raide aujourd'hui, malgré le fait que nous sommes à des centaines de milliers de déplacés, malgré le fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, tous les éléments du puzzle se mettent en place pour qu'il y ait une explosion parfaite, que ce soit au Cameroun ou bien à l'extérieur. Vous avez vu de façon inédite ce qui s'est passé dans les rues de Paris. Il y en a qui continuent de dire que ce n'est rien du tout, ce n'est rien. Le Cameroun qui ne sait pas où il va jusqu'aujourd'hui, mais vous avez encore quand même une oligarchie, l'establishment au pouvoir, qui ne veut rien entendre. Ils sont autistes. Écoutez les déclarations du Sieur Atangandji sur une chaîne internationale. Écoutez ce que... Est-ce que c'est ça le dialogue? Quand vous posez même cette problématique ce matin, est-ce que, dites-moi très clairement, le dialogue auquel on s'était attendu, est-ce que c'était que M. John Ngouté descende et fasse des bains de foule? C'est ça? Est-ce qu'on lui a demandé d'aller dialoguer avec les populations qui sont émerveillées de voir un ministre dans leur région? Il semble qu'il s'agit d'une prise de contact qui devrait normalement déboucher sur l'ouverture d'un dialogue un peu plus inclusif. Vous êtes déjà un peu plus informé parce que les premières déclarations. Je ne suis pas optimiste donc, par rapport à ça. Donc c'est ce que je voulais vous dire, que cette prise de contact, comme vous le dites, ce n'est pas comme cela que ces choses-là sont faites ailleurs. Donc n'en attendez rien concrètement. Moi je veux qu'on passe à autre chose aujourd'hui et je reviendrai vous dire comment est-ce que je vois les choses. Professeur, j'y arrive. Jacqueline Koyok. Le gouvernement, on a pu observer depuis le déclenchement, depuis ces revendications corporatistes, que le gouvernement a effectivement tendu la main avant de se retrouver face à des revendications d'ordre politique. Cette action menée par le Premier ministre peut-il être minimisée? Pas du tout. Je crois que depuis le début de cette crise sociopolitique, je crois que le président de la République a déjà tout tenté, on peut le dire. Il y a eu une radicalisation qu'il n'attendait pas. Il y a eu la communauté internationale qui s'en est mêlée. Il y a eu les appels des peuples du Sud-Ouest. Vous voyez, tous les jours, les gens veulent la paix. Et le président a répondu à tout cela après avoir créé les mécanismes pour faciliter le vivre ensemble.
telles que la commission du multiculturalisme et du bilinguisme, la commission de la réinsertion, de la remobilisation et de la réinsertion, les envois même des émissaires, le changement d'hommes à la tête du Premier ministère et d'autres ministères, l'attribution même des ministères de souveraineté aux ressortissants du Nord-Ouest. Donc ça a été déjà une discrimination positive. Donc le président a tout tenté, mais maintenant que nous voyons pointer à l'horizon le souci des populations du Nord-Ouest, de revenir à la situation de paix, je pense que le président est dans son rôle de recommencer, de tendre la main pour qu'on en finisse avec cette crise qui ne fait gagner personne. Parce qu'en réalité, chaque Camerounais, au lieu d'appeler les gens à se radicaliser, devrait apporter sa contribution pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Président Bandakani, est-ce que vous avez l'impression qu'on a évolué dans le discours officiel autour de cette crise? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que le rapport au discours est un rapport subjectif. Vous pouvez donner les signes que vous voulez. Si en face, les gens interprètent à leur manière, ils vous diront toujours que vous n'avez rien fait. Donc, ce n'est pas ça qui est le plus important. La donne, moi je parle d'une évolution de la donne de ces clercs, je donne les éléments. Hier, quand aucune autorité du pays ne pouvait faire ce type de visite, qu'est-ce que ça arrangeait disait? Qu'aucune autorité de pays mette les pieds, les ambassadeurs contrôlent tout, aucune autorité de pays y aller, l'État a perdu le terrain. Même sur le plan militaire, l'État est en position de faiblesse. Et il y en a justement, ça les arrangeait. Et ils allaient dans le monde entier pour dire que voilà, il n'y a même plus d'État là-bas. Vous vous rappelez quand le cortège du ministre de la Défense a été attaqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Aujourd'hui, un Premier ministre va là-bas, il y a le bain de foule. C'est un indicateur d'évolution. On appelle ça comme ça. Vous avez des lieux dans cet endroit qui étaient des lieux inaccessibles. Il y avait du feu là-bas. Et M. Kouni, c'est un connaisseur de ces lieux-là. Par exemple, à Kumba, il y avait du feu. À Maïsétine, à Boya, il y avait du feu. À Moulouka, à Manfé. Aujourd'hui, la donne a changé dans ces endroits. C'est une évidence, la donne a changé. Donc, il y en a qui auraient aimé, qui est toujours du feu pour alimenter leur marmite et leur projet. C'est leur droit le plus absolu. Mais sur le terrain, il y a une évolution claire. Je ne vais pas insister sur le plan militaire. Tous les rapports, y compris les rapports des amis de ceux qui appellent à l'international, sont clairs. Ils ont le rapport de Crisis Group. Que sur le plan militaire, c'est une défaite pratiquement. C'est écrit dans le Crisis Group. Crisis Group n'est pas l'ami du gouvernement camerounais. Donc, il y a une évolution dans la donne. Il y a une évolution objective que tout observateur, ou bien tous ceux qui veulent la paix, doivent prendre en compte. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est comment est-ce que cette donne-là peut être capitalisée pour qu'on sorte de la crise. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui est intéressant? Je veux toujours le dire, c'est le sort de ceux qui habitent là-bas. Moi, je n'habite pas dans la zone anglophone. Personne de cette table n'habite là-bas. Il y a quand même un confort que nous avons à nous asseoir ici et par cette affaire. C'est vrai, on fait notre rôle d'éducateur de l'opinion, d'homme politique, tout ce que nous voulons. Mais ceux qui habitent là-bas aujourd'hui demandent la paix. Et Mme Koyo vient de vous le dire. Et on voit les images, on voit les réunions. Est-ce que la sortie du Premier ministre va dans le sens de la paix? Oui. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, si je suis un homme politique. Et même M. Kouni, qui était avant un dur dans cette affaire, même son temps a évolué. Il reconnaît, et moi j'ai suivi les responsables du SDF qui ont rencontré le Premier ministre, j'ai écouté les responsables du SDF qui ont dit que vraiment, ils apprécient, et il y a une atmosphère nouvelle, et il y a un début de convivialité qu'il n'y avait pas hier. Ils apprécient, j'ai écouté les responsables du SDF le dire à la sortie de la rencontre avec M. le Premier ministre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que si je pose un acte, moi, d'autres vont apprécier, d'autres ne vont pas apprécier. Si celui qui est en face n'a pas envie d'apprécier parce qu'il a au service de certains intérêts, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Juste les intérêts évolueront, il changera de discours. D'autres vont apprécier. Ce qui va déterminer l'affaire, c'est la dynamique réelle sur le terrain. Et cette dynamique aujourd'hui, c'est une dynamique de la paix. C'est une dynamique, c'est un appel au dialogue. C'est une dynamique de sortie de crise. C'est ça qui est le plus important. Je terminerai avec l'aspect international qui a été évoqué tout à l'heure ici. Chacun a sa conception de l'international. Mais la causerie qu'il y a eu à l'ONU, nous savons tous comment cela s'est terminé. Et le Cameroun a même reçu des félicitations pour son action dans le cadre de l'accueil des réfugiés. Cela fait l'objet de la deuxième dorsale. Non, je permettais que c'est la dynamique du débat. Donc le Cameroun a été félicité pour sa gestion des réfugiés sur son territoire. En dehors des États-Unis, qui ont reçu un cuisant échec dans leur démarche,
ils ont été obligés de rentrer par là eux-mêmes au Congrès. Je ne vais pas revenir sur les contradictions de M. Thibon Nagui devant le Congrès, où il parle d'un pays qu'il ne connaît pas. On lui demande que, mais vous dites que les structures qui ont été mises en place par le gouvernement camerounais n'ont rien produit. On lui demande, c'était ces structures, il dit qu'il ne les connaît pas. À Mondo Vision. Donc, si on accorde du crédit à un tel diplomate, qui a de la peine à préparer son rapport, et qui ne sait même pas ce qu'il dit, ceux qui soutiennent cette démarche savent ce qu'ils cherchent. Donc, nous, on se réjouit qu'au niveau international, la vérité soit désormais établie, parce que ceux qui militaient pour que l'international sanctionne le Cameroun en ont eu pour leurs frais. Nous ne sommes pas dans une guerre pour dire que tel Camerounais est humilié ou pas, mais le fait, il est là. Nous observions qu'à l'intérieur, il y a une démarche de haut niveau de l'État qui rencontre une évolution du contexte qui va dans le sens de la paix. Nous voulons encourager cette paix dans le respect de la Constitution du Cameroun et de ses lois. Emmanuel Kounié, le SDF sur cette question a émis quelques propositions pour une véritable sortie de crise. Cela veut dire que vous avez le sentiment que désormais au sein du régime en place, on a pris acte des contours du malaise? Non, il faut éviter d'appeler ça les propositions ou les conditions. Le SDF a émis des préalables au dialogue. Des préalables au dialogue. Et puis, quand tu as apprécié la situation globale, nous en avons l'habitude. Ceux qui nous gouvernent ont l'habitude de nous présenter des choses, de nous enfumer. Excusez-moi. Dès que cette crise a commencé, un mois après, le discours de tous les acteurs du pouvoir était l'école reprend progressivement, les choses reprennent progressivement. Un mois après la crise. Mais nous voici à 3 ans. Et c'est le même langage qu'ils sont en train d'essayer de tenir. Nous, on a dit que la solution n'était pas militaire. Mais M. Biya, en 1987, il a pris en 2017, je crois, hein, quand il est arrivé à l'aéroport, il a pris tout le monde à témoin. Et parce que 2 gendarmes avaient été tués, et il a dit que la riposte devait être celle que nous voyons aujourd'hui. Nous lui avons dit que ce n'était pas la solution. Mais il a engagé l'armée camerounaise dans une guerre. Et nous lui avons dit qu'on ne peut pas tuer une idée avec la guerre. Vous avez pris un mauvais chemin, la solution militaire n'aboutira pas. Il n'a pas écouté, il n'écoute personne. Aujourd'hui, vous nous dites, nous estimons qu'ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, se mettre sur la bonne voie. Pas du tout. Pas du tout, puisque le SDF dit ceci. Si on doit parler de dialogue, la première des choses, c'est de libérer les gens qu'on a embastillés. Je voudrais vous dire, M. Yves Sandjon, qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'à Bamenda, ils avaient prononcé le mot fédéralisme à l'époque. Et quand ils disaient fédéralisme, on t'a arrêté parce que pour eux, fédéralisme voulait dire sécession. Ça, c'était ce qu'il y avait dans leur tête. Et il y a plein de gars comme ça qu'on a pris et qui sont en prison. On demande qu'ils soient libérés. Mancho BBC ne peut pas être considéré comme un criminel. Ce gars, tout le monde l'a vu manifester contre le délégué de gouvernement de Yaoundé parce que la ville de Bamenda était sale. Aujourd'hui, on l'a traduit devant le tribunal militaire, etc. Mais alors, on leur dit de poser des petits actes qui prouvent qu'eux, ils vont vers la désescalade. Mais rien du tout. Les gars sont là, ils sont en Bastille. Ils pensent qu'ils peuvent conserver ces gars en prison et aller sur le terrain, faire ce que John Gouté fait là et trouver la solution à la crise. Nous leur disons non. Deuxième des choses, on leur dit de déclarer le cessez-le-feu. C'est M. Biya qui est à l'origine de la guerre. Que vous ne le vouliez pas. Quand vous sortez l'armée régulière, les forces de 3e catégorie, des casernes pour mettre sur le terrain, c'est pour la guerre. On leur demande de déclarer le cessez-le-feu de manière à ce qu'ils restent sur le terrain, la police et la gendarmerie, qui sont les forces de 2e et 3e catégorie, qui ont pour mission, n'est-ce pas, le maintien de l'ordre. Ils ne le veulent pas, l'armée sur le terrain. Et vous avez parlé tout à l'heure de la descente de M. Dion Gouté. Mais vous avez vu le bain de foule. Je vous informe qu'il y a des gens qui ont été transportés de Ngaoundéré de partout. On a vu la dame de l'université de Ngaoundéré là-bas sur le terrain. Donc il y a des gens qui sont été... Et puis l'armée était... La zone était entièrement militarisée. Si on doit faire un bain de foule, on doit mettre toute l'armée du Cameroun sur le terrain pour faire le bain de foule. Non, il ne faut pas amener ce genre de choses. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est pour endormir les gens et pour pérenniser cette crise. Nous voulons que la crise s'arrête. Et si elle doit s'arrêter, il faut poser des actes concrets. Et je dis que le gouvernement ne pose aucun acte concret. Ce que M. Dion Gouté a fait, il a fait. Mais vous-même qui posez des questions, vous ne pouvez pas nous dire ce qui sera fait demain. Donc personne ne sait comment il continue. Mais on va néanmoins tenter d'esquisser le schéma. C'est aussi le rôle des médias de participer effectivement à un retour à la paix dans ces régions-là. Sam Sévérin Ango, sur les schémas possibles d'un dialogue aujourd'hui, quand on se rend compte que les revendications ont des germes historiques également, sont également porteuses de quelques revendications sociopolitiques, le chômage endémique, la prise en compte des personnes originaires de ces partis-là dans les sphères de prise de décision, c'est autant d'éléments sur lesquels finalement il va falloir absolument tabler.
Vous avez tout compris, monsieur Yves Sanjo. De toutes les façons, d'ailleurs, mais je vais vous corriger un tout petit peu. Ce n'est pas à nous, ni vous ni moi, de définir le chemin lorsque la crise atteint ce stade-là. Il y a un gouvernement qui a été élu, des dirigeants ont été désignés, c'est eux, c'est à eux, parce qu'ils sont payés pour ça grâce... Et quand je dis payés, vraiment là, c'est un euphémisme, parce que ce que nous coûtent tous ces gens, même si vous prenez les hauts cadres de l'armée, je ne sais pas, monsieur Sanjo, si vous savez ce que coûte à l'État camerounais un colonel, un général d'armée. Je ne veux pas parler des ministres comme celui de l'administration territoriale. Donc, à ce niveau-là, les schémas possibles doivent être définis au cœur de la machine étatique. Et c'est là où nous sommes déçus et nous sommes carrément, j'allais dire, persuadés de ce que rien ne peut être fait en raison de leur incompétence. Je voudrais revenir sur ce que madame a dit. Non, madame, vous n'avez pas dit que le président a tout tenté. Comment il doit tenter? Il n'a pas tenté les choses. Et d'ailleurs, bon, je peux vous le concéder, les choses qu'il a donc tentées, rien n'a pu aboutir finalement, in fine. La finalité, c'était quoi? Quand vous êtes élu président de la République, vous savez, quand un seul des soldats français tombe, on voit le président français qui se déplace. Monsieur Biya n'a pas été élu pour qu'il gouverne par procuration, pour qu'il envoie les gens tout le temps. C'est à ce niveau que nous sommes coincés. D'ailleurs, les choses même qui ont été tentées, ce sont des mesurettes. On n'a pas besoin de mesures cosmétiques et périphériques. Lorsqu'aujourd'hui, je n'ai pas la réalité des chiffres, mais je sais que vous l'avez, Yves Sanjo, de ceux qui sont morts, d'abord dans le camp de nos frères et sœurs qui sont dans nos armées et polices, c'est de ça qu'il est question. Moi, j'en ai des petits frères qui sont là-bas, qui sont tombés, qui sont encore là-bas. Donc, cette sale guerre nous a déjà un peu trop coûté et vous ne pouvez pas voir un premier ministre qui va encore faire la fête d'abord. Donc, le monde entier ne nous regarde pas. On aime faire le folklore, même dans des séminaires, je parle sous le contrôle d'un docteur ici, le Cameroun est réputé pour perdre du temps. On aime un peu trop perdre du temps. On ne peut pas continuer à perdre du temps où quelqu'un va, il aborde la tenue locale, ils sont en fête. C'est une occasion de fête, là, ce que traverse le peuple anglophone aujourd'hui. Donc, si on dit que M. Biya est finalement prêt, et il est prêt à quel moment? Il est prêt lorsque la pression se fait grandissante à l'extérieur, quoi qu'on dise. Parce que depuis le temps où nous on lui demande d'y aller, il ne veut pas. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas sincères du tout. Donc la question que vous me posez sur les schémas possibles, il y en a un seul si vous voulez qu'on en sorte. De mon point de vue, c'est qu'il y a un basculement. Il faut un changement de système. L'État camerounais actuel est en faillite. Donc il faut définir le nouveau modèle, contrat social camerounais. Ceux qui sont en place ne peuvent rien apporter. Et il faut aller donc à un dialogue d'abord qui peut permettre de mettre le Cameroun sous administration provisoire avec la médiation internationale. Parce que les médiateurs locaux, il n'y en a pas. Favorable à cette intervention? Tout à fait. Donc je vais y revenir en deuxième partie et je vais vous démontrer pourquoi. Parce que aujourd'hui sur le plan local, si vous prenez le cardinal Christian Toumi qui est tout à côté de vous, il est disqualifié. Il a été disqualifié depuis longtemps par le pouvoir. Alors vous allez me prendre quelle autre autorité pour venir conduire les discussions de cette nature au Cameroun? Ça voudrait dire qu'au Cameroun, ceux qui sont au cœur de la machine, au cœur de la manœuvre, au centre de la manœuvre, ne veulent pas qu'on y aille. Donc on ne va plus à ce moment leur laisser le choix. Parce qu'ils n'ont même pas, c'est eux qui doivent faire profil bas pour l'instant, parce que c'est eux qui ont mis le Cameroun là où il est aujourd'hui. Si on est à genoux, si on est à terre, malgré tout notre potentiel, c'est à cause d'eux. Donc pour l'instant, moi je ne les supplie plus. On va leur dire ce qu'il y a à faire à travers un ensemble de mouvements, celui que moi je conduis, les patriotes, qui va se déployer dans les prochains jours, parce qu'on n'en peut plus d'un gouvernement qui est dans l'incurie généralisée tout le temps, et qui est encore dans le mépris. Trop c'est trop, je pense que c'est le message que moi je suis venu donner aujourd'hui. Mon cher docteur Narsingol, schéma possible d'un apaisement dans ces régions-là, c'est la préoccupation majeure de cette émission. Nous ne tentons pas de donner des directives au gouvernement, mais nous essayons d'apporter une modeste contribution en retour au climat de paix dans ces régions-là. Que faut-il concrètement faire de manière pragmatique? Je pense qu'il serait naïf de penser que la solution militaire doit être écartée. Parce que quel que soit le pays, lorsqu'il arrive, il survient une crise dans le territoire national, on fait intervenir des militaires. On a l'exemple de l'opération Sentinelle en France, par exemple, pour lutter contre le terrorisme. Donc, il n'y a pas de solution militaire pure, c'est ce qu'on essaie de dire, d'accord? Mais aucune solution n'existe sans soutien militaire fort. Donc, on aura toujours besoin d'une armée. Mais il faut une armée responsable. Peut-être on va revenir sur la deuxième partie, mais les problèmes qu'on a aujourd'hui, non seulement sur le plan national et surtout sur le plan international, c'est que la gestion de la communication a été mauvaise. Et nous sommes rentrés dans les psy-ops, dans les opérations psychologiques qui nous ont desservis. Peut-être on va revenir dessus, mais je mentionne qu'en publiant par exemple les morts qu'on a tués dans les zones anglophones, etc., ça dessert fondamentalement le Cameroun. Même si c'est fait pour contrer un peu la guerre psychologique qui est faite en face. D'accord? Donc,
je pense qu'il faut une approche globale dans la gestion de la crise. Donc, une approche cinétique en maintenant une force de sécurité pour maintenir l'ordre, pour protéger les populations, parce qu'il est évident, c'est vrai, moi j'étais dernièrement dans le cadre d'un voyage de recherche à Boya, où j'ai vu que grâce à la présence des militaires, la population vaquait à l'occupation, il y avait une certaine sérénité. Mais la souveraineté est contestée dans cette zone justement parce que les populations ont peur des représailles. Quand on dit qu'il y a shutdown, qu'il y a ville morte, c'est pas parce que les populations ne peuvent pas sortir, mais elles ont peur des représailles. Donc il y a une souveraineté concurrencée dans ces zones-là. C'est ça qu'il faut résoudre. Et pour résoudre ça, il faut changer le schéma de pensée des populations, c'est-à-dire les convaincre de soutenir l'action du gouvernement. Et il faut que l'action du gouvernement soit aussi responsable. Vous savez, dans l'environnement opérationnel d'une intervention comme celle-là, dans l'environnement opérationnel, il ne faut pas seulement des mesures militaires, il faut des mesures politiques, des actions politiques, il faut des actions sociales, il faut des actions infrastructurelles. Donc ça veut dire que le gouvernement doit apporter des mesures plus vastes pour essayer de juguler la crise. Mais il faut maintenir quand même une certaine sécurité avec les forces de l'ordre parce qu'on sait si les séparatistes se sont armés, le Cameroun ne fabrique pas les armes. Et le Cameroun, on sait qu'il y a des entrées des armes et de soutien qui viennent de l'État voisin du Nigeria. Même si l'État voisin du Nigeria n'a pas des appétits géopolitiques, on sait quand même que la porosité des frontières à ce niveau-là a nourri la guerre et a fait en sorte que les séparatistes soient armés. Donc pour moi, le gouvernement doit accentuer des mesures sociales, des mesures politiques et infrastructurelles, et aussi soigner sa communication. Parce que dès le départ, la communication gouvernementale a été vraiment foireuse, si je peux utiliser le terme, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'apporter un correctif à cette communication. Donc, de mon point de vue, le gouvernement doit montrer sa bonne foi de vouloir une sortie de crise et sortir un tout petit peu du déni qu'on a observé dès le départ et vraiment vouloir aussi non seulement pour l'opinion publique nationale et internationale, montrer sa bonne volonté pour une sortie de crise. Professeur Jacqueline Koyok, le Premier ministre a semblé indiquer que le président se disait ouvert à tout type de sujets politiques, y compris le fameux fédéralisme-là. Cela peut... La presse, en tout cas, on a fait écho ce matin, mais est-ce qu'il faudrait finalement ne pas en venir à cette forme de l'État? Tout sauf ce qui touche à la forme de l'État. Ce que les Camerounais oublient, le Cameroun a une constitution. On ne peut pas changer la forme de l'État par des discours. Il faut modifier la constitution pour changer la forme de l'État. Donc les gens se trompent de stratégie. Et en plus, le Cameroun est un pays démocratique. Oui. Donc le changement va se faire par les moyens démocratiques. Monsieur Angoua dit tout à l'heure, la communauté internationale, ça c'est des rêveries. La communauté internationale ne peut pas venir intervenir pour qu'il y ait les forces qui vont vous donner du pouvoir. Et il y a la démocratie qui passe par les élections. Vous n'avez pas été en mesure de gagner l'élection, mais cette élection, une autre approche ne vous sera pas octroyée par la communauté internationale. Il est temps pour chaque parti de préparer les élections qui sont en vue. Et j'aimerais aussi dire qu'au niveau du Cameroun, il y a un problème, on confond les genres. Hein. Il y a la participation politique, il y a les participations conventionnelles, il y a les participations non conventionnelles. Les gens veulent verser dans les participations non conventionnelles, les marches, les grèves et tout le reste. Que font les partis politiques qui sont installés dans la zone de conflit? Ils ont un rôle d'encadrement de leurs propres militants. Pourquoi le SDF, par exemple, ne peut pas encadrer les militants pour donner aussi une contribution à la résolution, à la solution à cette crise? Que fait le SDF? Normalement, le SDF est implanté dans la zone. Le RDPC est implanté dans la zone. On voit beaucoup plus les militants du RDPC dans la zone. Où est donc le SDF et qu'est-ce que le SDF apporte? Donc, je voudrais dire, si vous avez opté par une
une participation non conventionnelle. Attendez donc que l'État, qui a le monopole de la violence symbolique, agisse de cette manière. Or, le président sait que c'est des citoyens camerounais qui sont là. S'il fallait utiliser la violence symbolique et la violence dans ces pays, il n'y aurait même plus de guerre. Mais le président est humaniste. Il sait que ce sont ces citoyens qui sont partout. Donc, on ne peut pas... Juste pour vous relancer, je voudrais savoir si le gouvernement actuel a pris pleinement la mesure de la situation et du malaise profond. Tout à l'heure, vous parliez de la Constitution qu'il faut respecter. Mais est-ce que c'est finalement pas cette Constitution qui fait l'objet de problèmes avec l'une des dispositions de 84 qui portait modification de la dénomination du Cameroun? Si les gens revendiquent des choses, référendum il faut qu'ils sachent qu'il y a une loi fondamentale dans ce pays. Donc vous ne pouvez pas demander à un dialogue d'aller changer la forme de l'État. Le président vous dit tout sauf ça. Il n'y a que la Constitution qui peut décider d'une autre forme de l'État au Cameroun. Mais alors les gens utilisent cela comme si le président ne pouvait parler. Commencez à respecter les institutions. Parce que si le Premier ministre se déplace, les gens disent pourquoi le président n'est pas venu. Ça, vous faites preuve de la méconnaissance des institutions camerounaises. Et je suis désolée pour les gens qui veulent gouverner, qui ne connaissent même pas comment fonctionnent les institutions et qui veulent donner des leçons. Parce qu'un Premier ministre qui se déplace et qui obtient l'assentiment des communautés, et les gens disent que ça ne peut rien donner parce qu'ils estiment qu'ils n'auront pas les moyens non conventionnels de pouvoir dans ces pays. Je suis désolée. Président Bandakani, on va sortir de ce sujet avec vous, avec une préoccupation. Va-t-on véritablement sortir de cette situation de crise qui a un épicentre historique et un contenu socio-économique? Épicentre historique, parce que la conférence de Fumban revient avec les revendications fédéralistes. La manipulation de la Constitution, dit-on anticonstitutionnelle, le 84, a été remise en cause par certains. On parle également de la prise en compte de ces Camerounais d'origine du nord-ouest et du sud-ouest, qui n'est pas prise en compte véritablement dans les sphères décisionnelles du pouvoir. Est-ce que les solutions qu'on pourrait apporter à ce problème pourraient prendre en compte ces revendications? Je suis désolé, je vais briser la dynamique de ce débat en disant que moi, je me sens plus à l'aise pour continuer ce plateau. Je ne peux pas assumer que sur le plateau, on dise qu'on doit mettre mon pays sur administration provisoire. Si vous assumez ça, moi, je me retire de votre plateau. Je ne peux pas continuer un débat où quelqu'un dit sur un plateau que le Cameroun doit être mis sur administration provisoire. Vos mots peuvent déborder votre pensée, je l'accepte. Mais je ne peux pas assumer ça. Je ne peux pas continuer, je ne suis pas important, nous ne sommes pas indispensables, mais je dis que moi, ma culture politique et mes traditions politiques m'interdisent. Ne peuvent pas, moi je ne peux pas continuer à faire un débat avec vous. Vous savez que je vous respecte beaucoup. Je respecte tous ceux qui sont sur ce plateau. Tout le monde qui est ici. Mais comprenez que je ne peux pas continuer un débat où un Camerounais dit à Mondo Vision qu'on doit mettre le Cameroun sur l'administration provisoire. Je préfère me retirer. Non, vous allez rester sur le non, plateau. Si vous allez rester sur le plateau et le principe de la contradiction. Le principe de la contradiction voudrait... Non, je vais faire le... Il faudrait bien qu'on... Oui, il y a un recadrage qui est rapide, qui est rapidement fait. Alors, Emmanuel Kougny, on va faire un recadrage très rapidement. Le but de cette émission est simple à comprendre. D'ailleurs, je crois que les thématiques pour lesquelles je vous ai convié, je vous ai convié, les thématiques pour lesquelles je vous ai convié étaient suffisamment claires. Il peut y avoir des débordements. On fait avec tout le monde. Très bien. Il peut y avoir des débordements dans les propos des uns et des autres. C'est aussi ça l'expression de la liberté au Cameroun, même si ça peut prêter à confusion, mon cher président Bandakani. Vous restez forcément sur le plateau pour qu'on en débatte, parce que le but, non, il ne partira pas, puisqu'on sortira de cette émission, avec des solutions. Évidemment, Sam Sévérin Ango a tenu des propos. Je voudrais qu'on reste sur cette crise-là et la question fondamentale que je vous adresse au-delà de ce sentiment qu'on peut comprendre de colère de Sam Sévérin qui peut déborder avec quelques hyperboles. Alors, dans le contexte actuel, solution immédiate, ouverture d'un dialogue ou relance d'un dialogue, la dynamique est forcément en place. Quelle solution véritable pour en finir? Je voudrais rassurer tout le monde. J'ai beaucoup de respect pour Kougny, le sait, pour Mme Koyo, pour mon ami qui est en face, pour Sévérin Ango. C'est un ami. Je le dis en face de lui. Il sait qu'on n'a pas ce genre de problème. Et je voudrais lui dire que ma colère, c'est justement pour l'interpeller. Lorsque vous demandez qu'on mette votre pays sur la mission provisoire, alors que vous dites que vous êtes un grand politicien, et je vous le concède, ça veut dire que vous-même vous dites à Mondo Vision que vous êtes il n'y a aucun Camerounais, y compris vous, pour gérer ce pays. C'est une interpellation, mon frère et ami.
Tu es un ami, tu le sais. Donc, vous ne me gênez pas, rassurez-vous. C'était une interpellation que je voulais faire. Voilà là où on peut arriver lorsque on se laisse aller souvent dans certaines dynamiques de revendication. Mon ami Kougné, pour qui j'ai un profond respect tout à l'heure, a convoqué des éléments que je voudrais revenir dessus, avec votre permission. Allez-y. La question de Mancho BBC, oui, mon cher, je te le concède. À partir du moment où quelqu'un a fait un mea culpa, M. Mancho BBC a fait un mea culpa public, je pense qu'on peut examiner son cas. Et moi, je peux le savoir à ce niveau. Son cas peut être examiné, je vous le concède. Là où on n'est pas d'accord, c'est que vous parlez d'une crise. Ce n'est pas le président Biya qui a déclenché cette crise. Je donne des éléments, des arguments. La guerre, pas la crise. Je reviens même sur la guerre. Et si c'est vrai pour la crise, c'est vrai pour la guerre, mon cher Kougné. Pourquoi? À partir du moment où, au départ, les interlocuteurs du président, c'était les avocats, les enseignants, pourquoi ils ont cessé de gréver? Parce qu'ils ont eu des réponses à leurs problèmes. Sauf si on parle d'autre chose. Les enseignants ont eu les solutions à leurs problèmes dans le cadre d'un dialogue qui s'est arrêté parce qu'on est passé de 11 points à 28 points. Et après, même quand l'État satisfait à ces points, on a dit fédéralisme. Ça s'est arrêté, M. Kougné, vous le savez. Ça s'est arrêté à ce niveau. Aujourd'hui, les avocats et les enseignants ne sont plus dans la rue. Après cela, ceux justement qui voulaient dicter leur loi à tous ces gens dans le consortium, M. Kougné, le consortium est venu vous voir un 5 décembre. Je me rappelle très bien. Et quelle a été votre réponse? Pleine de sagesse. Ils sont venus vous voir dans un NEC. Vous leur avez dit, oui, nous partageons toutes vos revendications, mais attention. Je me souviens très bien. Ça veut dire que même vous-même, dès le départ, vous conseillez à ces gens de faire attention dans leur dynamique. C'est à votre honneur. Après ces gens du consortium, ceux qui ont déclenché, ils sont devenus ambazoniens, ils ont déclaré la guerre à l'État. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui a déclaré la guerre aux ambazoniens. Ce sont les ambazoniens qui ont pris les armes. Et l'État du Cameroun est dans son droit constitutionnel de défendre la République. Et je lui apporterai tout mon soutien. Ce sont des faits. Ce n'est pas une affaire de camp politique. Ce sont des faits qu'il faut raconter. Historiquement, dans l'autre pays, quand on dit qu'il y a eu on a floué les gens en 61 et en 72, c'est pas vrai. Monsieur Aïdjo, si on prend le cas 61, n'a obligé personne à aller à Fumban. Personne n'a été obligé. Ils sont allés de leur propre gré. Et quand ils allaient à l'époque, il y avait d'autres partis qu'on appelle par exemple l'UPC qui leur disaient que c'est pas bon. Il faut d'abord réunir le pays avant d'y aller. Ils ont dit à Aïdjo que non, entendons-nous, tuons-les tous. Sam Seven le sait, c'est l'histoire du Cameroun. Tuons-les tous. Ils ont dit là à Aïdjo. En 72, qui a obligé nos amis de ces régions, les grandes familles, les Mouquettes et les autres, d'aller à Fumban? Qui les a obligés? Ils sont allés volontairement au point où M. Foncha a caché la Constitution dans sa poche. Quand ses collègues lui ont demandé que, mais on veut au moins lire ça avant d'y aller, il a dit faites-moi confiance. Qui les a obligés? Donc, il ne faut pas que, parce qu'on est contre quelqu'un, on travestisse les faits historiques. Maintenant, la crise est là. Parlons de cette crise, je terminerai par là. Depuis 2 ans, je le dis avec argument, mon cher Sam Severin, j'avais les preuves que les 2 régions étaient vendues par des Camerounais à Kilimandjaro. Qui peut nier ça? Lorsqu'ils vont jusqu'à spéculer dans les marchés boursiers, dans l'état de l'Alberta du Canada, ils sont allés spéculer là-bas. L'état de l'Alberta, par sa commission financière, a fait une enquête pour examiner quelle est l'entreprise qui est en train d'ester ici en bourse et quelle est la valeur de cession qu'il met en bourse. Qu'est-ce qu'on a constaté? 1, que ces cessions étaient des fictions, c'est-à-dire que vous dites que vous avez que 2 régions vous appartiennent alors qu'en réalité, vous n'avez aucun contrôle. 2, et que sur 48 rapports de Kilimandjaro, sur 48 rapports de Kilimandjaro, 40 étaient faux. L'État de l'Alberta a écrit à l'instance américaine qui s'occupe des marchés financiers. Pas de réponse. Vous savez pourquoi? Parce que l'entreprise, après enquête et une couverture de la CIA, ce sont des faits. Qui va nier que M. Akwanga Ebenezer fait des réunions en Norvège, en Suède, avec des entreprises pour parler de ces 2 régions? Qui lui a donné le mandat? Si M. Biya est légitime, Akwanga a quel mandat pour vendre les 2 régions? Tous ces gens-là, qui les a élus pour vendre les 2 régions? Est-ce que nous on peut se taire quand on voit ça? C'est ça que je dis. Mais voilà l'histoire de la crise. Et quand on fait ça, on a 21 sénateurs américains qui sont dans un lobby dirigé par M. Thibon Nagui. Il est membre de ce lobby. Je parle à Mondovision. Il est membre de ce lobby, Thibon Nagui. 21 sénateurs. Des entreprises qui spéculent tous sur ces 2 régions. On est surpris de voir que les gens font du lobby partout, à coup d'argent, pour espérer mettre l'affaire au Conseil de sécurité. Voilà des faits. Et par rapport à ça, on fait quoi? Moi, je suis un homme politique. J'ai le droit de dire que je ne suis pas une telle démarche. Parce que c'est du mercenariat, c'est du banditisme. Qu'il y ait des revendications dans ces régions-là par la population, il y en a partout au Cameroun. Le Cameroun a beaucoup de minorités. Les Pygmées sont une minorité dans ce pays. Qui en parle? Parce qu'ils n'ont pas une langue
qui a une dimension internationale, parce qu'ils sont invisibles, les Mbororo, même les Kéri dans le Nord, même les Douala estiment qu'ils sont des minorités. Il y a plein de minorités. Pourquoi on ne fait pas de bruit si c'est une affaire de minorités? Pourquoi on choisit, pourquoi on hiérarchise les minorités? Et encore, cette minorité est une minorité linguistique, mais quand vous regardez la dimension ethnique, elle devient une majorité. Parce qu'ils sont anglophones, ce sont des Bamileke. Les semi-bantous. Et c'est une grande de Bamileke. On va souvent parler de tenue à la fin. Moi, j'aime bien voir cette tenue qu'ils portent. Ça fait honneur à nos savoir-faire culturels. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc moi, je dis ceci. Pour finir avec votre question. Il faut régler le temps de le dialogue. Allez-y, il y a eu quelques échanges. Allez-y, mais allez-y. Je suppose qu'on aura le même temps de parole. Tout à fait. Je ne veux pas t'interrompre. Je ne veux pas t'interrompre. Je suis en train de dire ceci. Oui, allez-y, chuter par là. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne dis pas que le pouvoir est exemplaire. Loin de là. Il y a eu beaucoup d'erreurs, c'est un fait. Mais je ne veux pas dire ce que tout le monde dit. Je veux dire quelque chose qui est un peu original. Alors, pas que je suis plus intelligent que les autres. Moi, j'observe ceci. Il y a une évolution à tous les niveaux. Il y a une évolution sur le plan international. Il y a une évolution à l'intérieur. Il y a une évolution même dans le champ politique. Mais est-ce qu'on va refuser de saisir cette occasion pour sortir de la crise? Quand on dit que le Premier ministre a transporté les gens en Grande Rue, mais mon ami Kougnet, c'est une tradition que tous les partis font, y compris vous. Okay. Et hier, non, je ne le reconnais pas, que vous le faites. Mais hier, mon cher Kougnet, vous le connaissez même qu'en transportant les gens, ils n'y allaient pas. Parce que la condition de sécurité n'était pas réunie. Aujourd'hui, si on prend ce que vous dites comme vérité, la donne a changé. Le peuple anglophone est fatigué de cette affaire-là. Ils veulent la paix. Que nous, les hommes politiques, ne soyons pas les obstacles à la paix. Mais j'ajoute, dans le respect de la Constitution du Cameroun et de ses lois. On va sortir de ce premier sujet et on va aborder la deuxième thématique avec vous, Sam Sévérin Ango, qui avait eu très peu de temps de parole. Vous allez vous exprimer dès que votre temps de parole vous le permettra. Sam Sévérin, on va évoluer dans ce débat en souhaitant effectivement qu'on puisse avoir un schéma un peu plus clair sur cette relance du dialogue qui est annoncée par les pouvoirs publics et que cela débouche effectivement sur des solutions viables pour un retour à la paix et à la normale dans ces régions-là. C'est tout le souhait que nous émettons au terme de ce premier sujet. Sam Sévérin Ango, sur l'assise de New York, évidemment, la dénomination assise informelle, assise du Conseil de sécurité a suscité quelques débats. Le recadrage du ministre des Relations extérieures n'a visiblement rien changé. On s'est rendu compte au cours de cette rencontre où il y avait effectivement des puissances qui sont membres permanents de ce Conseil de sécurité, une réunion d'échange qui s'est transformée en véritable réquisitoire, alors qu'on parlait de la crise humanitaire, et on sait que le Cameroun, depuis 2014, est en face d'une nébuleuse qui s'appelle Boko Haram et qui continue d'observer des incursions dans les régions de l'extrême nord du Cameroun. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par le réquisitoire de certains membres de ce Conseil de sécurité sur la question humanitaire même au Cameroun? Pas du tout, je n'ai pas été surpris. C'est une belle passerelle qui me permet effectivement de chuter sur le premier sujet et d'entrer dans le second, parce que je fais partie effectivement de ceux qui pensent que la main tendue aujourd'hui de la communauté internationale à laquelle nous appartenons, je pense que si on est intellectuel, présenté comme tel, comme ça a été le cas pour madame tout à l'heure, parce que je découvre au passage qu'elle est finalement du parti au pouvoir, parce que je la reconnais à la fin, parce qu'elle est bel et bien fonctionnaire de l'État du Cameroun. Donc il faut assumer ses choix. Elle devrait savoir que le Cameroun appartient à la communauté internationale. On a ratifié un ensemble de choses qui nous sont opposables aujourd'hui lorsqu'il y a un droit d'ingérence de type humanitaire qui s'impose, madame. Donc je ne vous fais pas la leçon à ce niveau. J'ai beaucoup de respect pour la femme en général, donc je ne tenterai pas de vous blesser sur ce plateau. Alors, à ce niveau-là, je pense que ça n'a pas commencé avec la réunion que vous évoquez, mon cher Yves Sanjo. Il s'agit quand même de s'étonner de ce que, en lieu et place de l'Union africaine, parce que vous parlez aujourd'hui du Parlement européen, des Occidentaux et tout, mais nous sommes en plein cœur de l'Afrique. Qu'a fait l'Union africaine? Qu'a fait la CEMAC? Mais rien du tout par rapport à la situation du Cameroun, mais alors rien. Parce que la plupart de ces organisations continentales pour l'Afrique sont des émanations de nos États. Et nos États qui ont à leur tête aujourd'hui des présidents qui ont choisi le modèle d'une présidence à vie, qui sont fossilisés au pouvoir. Donc, ils ne peuvent rien dire. Donc, comment ne pas se féliciter donc, de ce que le Cameroun fasse l'objet d'un intérêt de la part de quelques autres humains, les humains du monde, qui sont conscients de ce que quelques humains du Cameroun sont en train de souffrir le martyre par le fait d'un groupe de personnes
C'est de ça qu'il est question. Il y a longtemps, il y a quelque temps d'ailleurs, ceux qui tiennent des discours souverainistes, de patriotisme et tout, et qui parlent d'ingérence tout le temps, étaient en train de minimiser ce qui est en train de se passer. Ils disaient qu'il n'y aura rien du tout, donc on ne fera rien, on ne pourra rien envisager, même encore. Mais ne serait-ce que de savoir que ces questions camerouno-camerounaises sont sur la table des parlementaires européens, des parlementaires américains, le Congrès américain, et aujourd'hui les Nations Unies, il me semble que ça devrait tout au moins inquiéter et interpeller les Camerounais que nous sommes aujourd'hui. Alors moi je veux bien, mon cher Bandakani, que l'on puisse résoudre la crise en interne. Mais qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs moi j'arrive en politique aujourd'hui? Si madame peut se gousser de ça, mais je crois qu'elle a tort. Moi j'ai beaucoup de mérite, madame. Parce que je commence comme chroniqueur de sport, voyez-vous. Journaliste culturel, journaliste politique, et puis, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans l'arène politique? Mais précisément parce qu'il y a des gens comme vous, comme Badakani, qui nous ont déçus, qui font des choix qui n'arrangent pas le grand peuple camerounais. C'est pour ça que moi, je suis obligé d'y aller avec un ensemble de personnes. Il faut regarder la chose avec une froideur aujourd'hui. Les questions qui se posent aujourd'hui à notre pays, il y a longtemps qu'elles auraient pu être réglées si le Cameroun était un autre pays, tout un autre pays, soit à côté de nous, soit en Occident. Parce que là-bas, on trouve assez facilement les solutions quand on sait que les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de périr, les gens sont en train d'avoir faim. Regardez la France qui a été paralysée pendant plusieurs mois, je crois que ce n'est même pas fini, simplement parce que les gens veulent remplir leur frigo. Remplir le frigo, ce n'est pas parce qu'ils veulent des routes, ce n'est pas parce qu'ils veulent avoir des écoles, des hôpitaux et tout. Ils ont déjà tout ça. Mais nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, madame, parce qu'il y a malgouvernance, parce qu'il y a la volonté des gens que vous supportez aujourd'hui qui n'ont pas voulu nous faire gravir les échelons. Le Cameroun est riche en potentiel en toutes choses, mais nous sommes coincés et bloqués là parce que les uns les autres qui sont aux affaires sont, on va dire, dans la méchanceté, et je ne suis pas en train d'exagérer en le disant, vous le savez, il y a un ensemble de faits, mais ce n'est pas là le sujet, je ne suis pas venu ici énumérer l'ensemble des choses qui font que le Cameroun soit en retard. Donc, sur la question humanitaire, Sanseverin Ango, pour qu'on avance dans ce débat-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau du Conseil de sécurité, cette volonté qui semble affichée par certaines puissances est une volonté de retour à la paix de manière globale, puisqu'on parle d'apport humanitaire? Oui, l'humanitaire est le prétexte, parce que je vous ai dit, vous faites bien de me relancer là-dessus, que c'est l'humain avec grand H qui est la chose qui doit normalement guider toute action politique, tout homme politique, c'est ça en réalité. Donc quand l'homme avec grand H est menacé dans n'importe quel endroit du monde, je pense que tous les peuples du monde doivent s'en émouvoir. Donc le Conseil de sécurité est fondé notamment à implémenter un certain nombre de sanctions. Monsieur Thibon Nagui, qui est en procès ici, parce que vous faussez le débat en tentant de vous en prendre à ce diplomate qui a connu le Cameroun depuis 30 ans. Vous ne pouvez pas le mettre comme ça au pilori, mon cher Badakani. C'est un grand monsieur à la limite qui devrait être encouragé. Il connaît bien la situation du Cameroun. Il a travaillé au Cameroun et 30 ans après, il est revenu retrouver le même président en poste. Donc c'est pour dire que on examine la question sur le plan de la crise humanitaire dans les régions anglophones d'abord, mais également dans les régions du Grand Nord. Parce que la crise face à Boko Haram n'a pas pu être jugulée jusqu'ici. Et à ce niveau-là, il y a des mécanismes qui permettent qu'on puisse donc déclencher le processus des sanctions qui sont prévues, toute une belle palette qui est prévue, mais jusqu'ici, on n'a pas encore décidé d'y aller, parce que moi je ne veux pas non plus que les étrangers viennent gérer le Cameroun. Quand je parle d'administration provisoire, c'est qu'on prend des Camerounais, vous savez, même dans le domaine du football, lorsque ça ne va pas, on met un comité provisoire de gestion, constitué toujours de Camerounais qui vont gérer, parce que voilà qui a le mérite d'être clair, parce que tout à l'heure, effectivement, ça a suscité la grande colère de Badakani. On pouvait comprendre. Voilà, le cadrage s'avérait-il. On va donc évoluer dans ce débat. Vous allez parler effectivement, docteur Narcisse Ngone, sur cette assise. Évidemment, il y a eu énormément de débats. Est-ce que ces puissances sont préoccupées par la situation sécuritaire au Cameroun? Est-ce que les postures des uns et des autres, est-ce que l'intervention de quelques-uns de ces pays-là qui sont membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto vous a convaincu sur la volonté réelle de ces pays d'accompagner le Cameroun vers la sortie de cette crise humanitaire-là? Eh bien, connaissant très bien la scène internationale et surtout le fonctionnement du Conseil de sécurité et aussi des grandes organisations internationales,
Cette posture me laisse un peu assez dubitatif parce que on connaît très bien souvent que les bonnes intentions des organisations internationales et des grandes puissances sont très souvent liées à la volonté de prédation. Donc, pourquoi parler d'une intervention militaire? Peut-être qu'il faut essayer de faire un retour pour voir là où le concept émerge. Parce que les interventions dites humanitaires ont émergé pour renforcer le droit international. Parce que vous savez jusqu'ici, le droit international est cantonné sur la Charte des Nations Unies, qui n'a pas changé depuis. Tellement c'est resté stable que vous savez que, par exemple, le nom de l'URSS n'a pas changé, c'est toujours République soviétique socialiste. Donc, en fait, le droit d'ingérence, dont parle certainement M. Ango ici, émerge à travers l'ouvrage de Mario Bettati et Bernard Kouchner dans les années 90. Et aussi, il y a une inspiration sur cet ouvrage-là pour pour inciter le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Boutros Ghali, pour mettre en place l'agenda pour la paix. Et cet agenda pour la paix avait pour but de soutenir les actions, les opérations de maintien de la paix. Ce concept a fait son temps. On a eu en 1994 le Human Development Report qui était mis sur pied par le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a mis l'accent sur la sécurité humaine. La sécurité humaine ici se déploie sur plusieurs phases. La sécurité alimentaire, la sécurité sociale, la sécurité politique, et la sécurité environnementale, on peut ajouter ça. Donc ici, le référent principal de la sécurité n'est plus l'État, mais l'individu. Et ce principe a été implémenté dans les opérations militaires qui ont suivi, jusqu'à un nouveau concept qu'on appelle la responsabilité de protéger, qui a été mis en place par la Commission internationale de l'intervention de la sécurité des États en 2001. Et ce concept de responsabilité de protéger a été validé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2005 lors de la 60e conférence des Nations Unies. Ça a été implémenté. Et c'est ce principe qui a été repris lors de l'intervention en Libye. Lors de l'intervention en Libye qui a été baptisée Unified Protector, donc protecteur unifié. Et vous avez vu ce qui s'est en suivi. Aujourd'hui, on a un État libyen voyou, un État libyen déliquescent qui est divisé en deux gouvernements et deux parlements. Donc, un État qui n'existe plus comme l'était avant. Donc, ça veut dire ici, l'implémentation de ce concept de responsabilité de protéger a été dévoyé par les puissances internationales, notamment par l'OTAN. Donc, c'est donc fort de ce constat que le Brésil a demandé à changer le concept. Ils ont juste fait un jeu de mots et soutenu d'ailleurs par d'autres États qu'on a appelé la responsabilité dans la protection. Mais cette fois-là, les puissances internationales n'ont pas adhéré. Elles se sont opposées à ce concept. Donc, vous voyez aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire attention à la violation des droits humains. Nous sommes d'accord, le Cameroun a adhéré à des conventions internationales, etc. Mais il faut d'abord privilégier les solutions internes. Il faut privilégier les solutions internes parce que les interventions internationales ne garantissent pas réellement la stabilité. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est bloqué en interne? On fait quoi? Je ne pense pas que ce soit bloqué à l'interne parce que le gouvernement, au regard, la pression internationale est importante. Là où je vais venir, c'est que la pression internationale est importante parce que ça amène le gouvernement à fléchir sur ses positions. Tout à fait. Avant, on ne parlait pas de dialogue et aujourd'hui, on parle de dialogue. C'est non seulement grâce à la pression interne, mais aussi à la pression internationale, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Sam, allez-y, vous avez chuté, j'imagine. Oui, vous avez chuté. Je voudrais rapidement que mon cher Emmanuel Kouni réagisse sur cette deuxième thématique-là. Oui, à l'appui militaire. Non, moi, je n'ai même pas. Non, pas encore à l'intervention étrangère. Vous partagez ce point oui, moi je suis de ceux qui pensent que. Je vais répondre parce que j'ai été interpellé à plusieurs reprises, mais je vais répondre rapidement. Je suis de ceux qui pensent que quand vous violez le droit humanitaire, quand les gens meurent de faim, comme ils le font dans les camps de réfugiés, ceux qui sont dans le nord-ouest, vous perdez votre souveraineté. Quand vous violez de manière grave le droit humanitaire, vous perdez votre souveraineté, monsieur. On ne peut pas permettre que dans le monde, ce monde civilisé de 2019, que dans un coin du monde, des gens, un groupe de personnes se mettent à massacrer les autres, couper les têtes des gens et se balader dans la rue, etc. Même si c'est les Ambazoniens, c'est au Cameroun. Mais il y a un groupe, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. On ne peut pas permettre que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest se passe dans un coin de la planète
sans que les humains puissent, n'est-ce pas, réagir. Bon, maintenant, je voudrais vous dire ceci. Oui. J'ai suivi beaucoup de choses parce que madame a dit le SDF ne fait rien. Je voudrais dire qu'au début de cette crise, le chairman John dit, quand les Lions ont gagné la coupe d'Afrique Nation, est allé au palais d'Itoudi pour la fête qu'il y avait là-bas, et pour participer à la fête qu'il y avait là-bas, et a dit au président de la République, monsieur, il y a quelque chose qui se passe au nord ou au sud-ouest. Ta présence est indispensable. Tu dois venir là-bas parler à tes enfants. Si tu ne le fais pas, dans un temps relativement court, cette situation sera incontrôlable. Il a si bien dit qu'il s'est mis devant les caméras de la CRTV pour dire au peuple camerounais, je viens de dire à M. Biya que la situation qu'il y a là, ces gens qui sont cagoulés, dès qu'ils entendent quelqu'un dire fédéralisme, il arrête pour aller jeter en prison. Il faut stopper ce genre de choses. Parce que même les militaires qui le font ne comprennent rien. Vous leur avez dit que fédéralisme dit sécession, etc. Il y a trop de confusion dans cette zone. M. Biya est resté tout de marbre chez lui, il n'a rien fait. Aujourd'hui, vous dites le SDF, pendant les dernières élections, cher monsieur, pendant les dernières élections, le chairman John Fili n'a pas voté. Il n'a pas pu voter. Le bâtonnier Sama n'a pas pu voter parce qu'il y avait l'armée dehors et quand le bâtonnier Sama est sorti pour aller voter, il a dit à la Cour constitutionnelle, les militaires même qui étaient devant sa maison a dit, patron, restez à la maison parce que si vous sortez, c'est pas bon. Et à la fin, on nous a dit, mystérieusement, qu'il y a eu 5% de personnes qui ont voté parce que quelques militaires sont venus de Yaoundé et sont allés voter. Le nord et le sud-ouest, il n'y a pas eu de vote là-bas. Alors quand on est dans cette posture, dans ce genre de situation, et vous parlez de l'apaisement, d'un pouvoir qui va vers l'apaisement, et madame dit qu'est-ce que le SDF fait? Qu'est-ce que vous voulez que le SDF fasse? C'est le choix que nous avons fait autour de maintenant, pour revenir à... Je viens d'entendre là, tout sauf la forme de l'État. John Gouté a dit, on parlera de tout, sauf la séparation. Atangandji a dit, on parlera de tout, sauf la constitution. Alors, non, vous laissez tranquille avec cette constitution. Vous nous laissez tranquille avec cette constitution dont le coup a été tordu en 2004 par M. Biya après avoir tué plus de 100 personnes en déclaré 40 personnes. Non, monsieur, la constitution de 96, la constitution a été... on a tordu le coup de la constitution en 96. Des allégations qui ne sont pas infondées, je ne peux pas laisser passer ça. C'est fondé chez monsieur. Permettez que je regarde le débat. Permettez que je regarde le débat. Emmanuel, s'il vous plaît, vous permettez que je regarde le débat. On a tordu le coup de la constitution. Il faudrait qu'on évolue. Non, je ne peux pas laisser dire un certain nombre de choses. Je regrette. On est politiquement incorrect. Permettez que je recale le débat, sinon on n'est plus dans un débat. Attends, charge la constitution. On va parler. Je veux simplement qu'on évite cette effusion de propos qui peut prêter à confusion. Ne nous parlez donc pas de la constitution, cher monsieur. Parce que nous la contestons même à la limite. Je suis modérateur, sauf si vous voulez prendre ma place là maintenant. Écoutez, je voudrais qu'on avance sur cette question-là. Et la question était fondamentalement adressée sur la question justement de la crise humanitaire. J'aimerais qu'on évolue sur ce terrain. Vous allez répondre, vous allez peut-être réagir tout à l'heure. Là, je voudrais un tout petit peu que les esprits cessent de s'échauffer. Alors, professeur, je voudrais qu'on en arrive justement à cette explication donnée par le docteur Nassim Gond sur la question de l'intervention militaire, entre guillemets, qui peut se dissimuler derrière cette aide humanitaire-là. On a vu le cas le plus patent, celui justement de la Libye aujourd'hui, qui fait l'objet de divisions au sein de la gestion et qui aujourd'hui inquiète un pays qui a connu une certaine prospérité. Alors, comment est-ce qu'on peut encadrer cela, le Cameroun étant effectivement membre de l'Organisation des Nations Unies et donc devrait également se plier aux différents traités et conventions qui ont été signés aux Nations Unies là. Comment on fait pour éviter justement ce glissement-là? Bon, vous avez tout fait de rappeler que le Cameroun est membre des Nations Unies. Les gens pensent que les Nations Unies et son Conseil de sécurité ont été créés pour sanctionner les pays, que non. Parce qu'après les deux guerres, il était question pour le Conseil de sécurité de tout faire pour protéger l'humanité contre de telles guerres. Donc quand il y a insécurité quelque part, c'est tout à fait normal que le Conseil de sécurité prenne position. Mais dans le cas d'espèce, les gens espéraient que ce soit une rencontre qui sanctionne le Cameroun, alors que c'était une rencontre pour les membres même permanents du Conseil de sécurité de se rendre compte des efforts déjà réalisés par le Cameroun pour les réfugiés centrafricains, rwandais, on ne saurait le dire. C'est au Canada que j'apprends qu'il y a 80 000 Rwandais au Cameroun. Donc il y a tellement de réfugiés au Cameroun et le Cameroun a été la terre d'asile pour tous ces réfugiés. Mais ça n'empêche que lorsque le Cameroun est en crise, que la communauté internationale lui rende l'ascenseur. Donc cette rencontre était pour permettre aux membres permanents, donc les membres permanents
il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la France qui soutiennent le Cameroun. Ça veut donc dire qu'un autre membre avec le veto, comme les États-Unis, c'était pour bloquer ce genre d'action. Vous n'avez certainement pas compris que c'était l'enjeu. Et tous ont dit le Cameroun est capable de gérer, mais appuyer le Cameroun dans sa gestion interne de ce conflit qui n'a pas dépassé le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent aller lire entre les lignes. Je sais qu'au Congo, par exemple, Mobutu avait refusé l'aide humanitaire parce qu'il voyait derrière l'ingérence. Et le Cameroun, c'est un pays qui est aux aguets. Vous avez suivi la déclaration de son ambassadeur qui a dit que les gens espéraient que ce soit ça, mais ça ne veut pas dire que toute velléité est écartée. Il est donc question de faire attention que l'aide humanitaire, mais on ne peut pas demander qu'on n'aide pas les Camerounais qui sont en difficulté. Mais les gens veulent utiliser cela pour instrumentaliser. Vous avez suivi un pasteur qui disait des choses qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un pasteur. Donc c'est pour vous dire que cette réunion, à mon avis, était même la bienvenue. C'est ce que l'ambassadeur dit, sauf que le cadre ne se prêtait pas. Le cadre prêtait le flanc à tout ce que nous avons suivi, qui n'est pas vrai. Donc les gens attendaient autre chose que ce qui est sorti de cette réunion. Ils ont alimenté les réseaux sociaux. Et je pense que la réunion a donné ce qu'elle a donné. Et le Cameroun est un État indépendant, souverain, et c'est au Cameroun d'apprécier le type d'aide qui sera donné. Et je pense que là, pour le moment, le Cameroun exerce encore son... Allez-y. Ouais. Ce que je voulais ajouter, c'est que, bon, peut-être pas ajouter, mais essayer de faire des précisions. C'est que cette réunion-là ne devait pas déboucher à une résolution sur une intervention. C'est ce que les gens... D'accord, parce que c'est... Le ministre a d'ailleurs précisé, le ministre de la Relation, il parlait justement, d'une réunion de point de vue. C'est une forme... Vous n'aviez jamais accepté qu'on puisse faire même une causerie sur le Cameroun. Ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement du Conseil oui, mais après la causerie, il y aura les résolutions. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est une sorte de réunion du Conseil de sécurité nationale informelle, mais qui ne devrait pas aboucher à une résolution. Parce que déjà, pour qu'il y ait une résolution, il faut maintenant une réunion formelle. Et bien même quand il y a une réunion formelle, ce n'est pas sous chapitre 7. Ce n'est pas sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. C'est d'abord sous chapitre 6. Donc ça veut dire qu'on utilise tous les moyens possibles pour essayer de juguler la crise. C'est quand tous les moyens là n'ont pas été assez efficaces qu'on va donc sous chapitre 7. Et au niveau de l'article 42 et suivant de la charte, maintenant pour des actions militaires. Donc, je voulais préciser que nous sommes loin d'une intervention militaire. Nous sommes juste sur des réunions qui sont, pour ma part, je trouve que ce droit de regard ne peut prévoir sa propre turpitude. Ce droit de regard, nous-mêmes, on l'a cherché parce que nous faisons partie de la communauté internationale. Et il doit avoir un droit de regard parce que nous sommes dans une société globalisée. On fait partie des conventions internationales. Donc, il y a un droit de regard. Ce droit de regard est important dans la mesure où ça met cette impression aussi au gouvernement d'accélérer les mesures pour mettre fin à la crise. Donc, de mon point de vue, c'est important sur ce point-là, sur le point de pression, mais pas pour... Sur cette question, on va sortir, on va passer la parole à Emmanuel Pougny, qui est un tout petit peu plus calme. Alors, sur la même question, une pression sur le gouvernement. Je souris parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de naïveté dans l'interprétation de la mise en branle de l'action internationale. Est-ce que les gens savent que même toute cette action-là, c'est le président camerounais qui l'a déclenchée? Ils ne le savent pas. C'est là où, à un moment donné, on est ridicule en politique. C'est-à-dire que vous croyez que vous êtes dans une dynamique de contestation, mais vous roulez pour quelqu'un qui opère à un niveau où vous n'opérez pas. Je vous le dis, je le dis à mon visant, c'est le président qui a déclenché tout ça. C'est terrible. Donc le président n'a pas déclenché une action qui va déboucher, n'est-ce pas, en défaveur du Cameroun. C'est la diplomatie. Quand j'ai dit ça, mon cher Kouni, vous avez dit un truc qui est vrai. Vous dites que quand un pays viole le droit de l'homme, il perd sa souveraineté. C'est vrai pour les puissances que vous appelez et que vous aimez tant, qui violent le droit de l'homme dans le monde que les puissances internationales. Mais qui de vous est capable de mettre en cause leur souveraineté? Il faut qu'on soit cohérent. Soyons cohérents quand on dit certaines choses. Donc, à ce niveau, il y a un problème. Et je continue à dire, en droit international, le fait qu'un pays veut le droit de l'homme
ne lui faut pas perdre sa souveraineté. Parce que la souveraineté est souveraine par elle-même. C'est ça la souveraineté. C'est parce qu'un pays vit le droit de l'homme, d'après certains pays, qui n'est plus souverain. Sinon, lorsque Mme Bachelet a interpellé la France sur la gestion des gilets jaunes, vous avez vu la réaction des Français, du Premier ministre français, du ministre des Affaires étrangères, d'une violence terrible, en lui rappelant que ce qu'elle fait est grave. Parce qu'elle ose mettre la France sur le même pied d'égalité que l'Arabie Saoudite. Mme Bachelet l'a fait, elle a été interpellée sur la gestion des gilets jaunes. Vous avez vu la réaction de la France? Donc la France peut réagir comme ça par le Cameroun, parce que nous avons des préjugés sur notre propre pays. Mon cher Séverin Ango, je ne crois pas au pilori, M. Thibon Naki. J'analyse ses compétences. Vous ne pouvez pas, dans un pays que vous lui accordez une grande connaissance du Cameroun, c'est votre droit. Vous savez pourquoi vous le dites? Mais c'est que j'observe. Ayant travaillé longtemps au Cameroun, il est incapable de dire au Congrès quelles sont les structures qui ont été mises sur pied par le gouvernement camerounais, dont lui dit devant le Congrès que ces structures ne servent à rien. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé ça, ce n'est pas vous. Ce sont des congressistes qui nous ont dit, bon, ok, M. Thibon Nagui. Alors, vous parlez des structures qui sont incompétentes dans ce pays, citez-les nous. À Mondo Vision, il dit qu'il ne les connaît pas. Voilà. C'est très grave pour un diplomate. Ça veut dire qu'il est incompétent. Ça veut dire qu'il connaît pas ce qu'on appelle un rapport diplomatique devant un congrès. Donc, moi je ne l'attaque pas. Je mets seulement sur la table, n'est-ce pas, ces défaillances, comme vous le faites très bien quand il s'agit du gouvernement camerounais, et vous êtes dans votre rôle. Lorsque vous dites, moi je ne suis pas entré en politique, mon cher ami, par déception. Je suis entré en politique par conviction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous dites que non vous a dessus, moi je n'ai pas envie de vous rappeler Sam Sévrango. Les gens le disent, que dans une même campagne, vous avez soutenu 2 candidats. Et moi je ne suis pas entré dans ce jeu. Parce que c'est votre droit le plus absolu. Et je me battrai pour que ce droit vous soit accordé. Mais vous n'acceptez pas que des gens n'aient pas les mêmes pensées que vous. J'ai dit à ceux qui vous insultaient que je ne suis pas dans ce jeu. Ils disaient comment un homme comme lui peut avoir soutenu 2 candidats à l'élection présidentielle dans une même campagne. On appelle cela la prostitution. Nulle part m'avait entendu parler de ça. Parce que je respecte votre opinion. Je n'ai pas dit que vous m'avez déçu. Donc, n'entrons pas dans ce genre de procès parce que ça ne fait pas avancer le débat. Le Cameroun a ratifié les traités, je suis d'accord. Sauf si on parle d'autre chose. Ce pays n'a même violé aucun traité international. J'ai dit aucun. Et voilà comment nous nous enfonçons dans les impasses, alors que nous prétendons changer les choses. Lorsqu'on parle d'un sujet, il faut le maîtriser et voir tous les contours. Comme c'est une convention internationale qui a été violée par le Cameroun. Aucune. Pourquoi? Parce que chaque convention a en elle-même les moyens de vérifier son application. Ce n'est pas M. Kouni ou mon ami Sam Sévrango, aussi engagé qu'il soit, de dire que le Cameroun a violé une telle convention. Ce sont les parties prenantes à la convention qui constatent, pas de voie réglementaire, que la convention a été violée à tel niveau et à tel niveau. Ça n'a jamais été le cas. Oui, comme M. Kouni. Non, ne parlons pas au cas. Quand vous jugez les civils au tribunal militaire, quand vous jugez les civils au tribunal militaire, on vous dit que vous avez ratifié les conventions qui interdisent cela. Vous l'avez bien violé. Rapidement, parce que mon cher Kouni, peut-être on ne s'entend pas. Ils ne connaissent pas. C'est vrai, vous êtes très cultivé, vous savez que je vous respecte beaucoup. Vous ne pouvez pas dire ça. Je suis en train de vous dire qu'une convention internationale est violée lorsque les parties prenantes ne constatent pas des voies réglementaires établies par cette convention en correspondance avec le droit international. Il n'y a aucune convention, il n'y a aucune partie prenante d'une convention internationale qui a mis sur la table quelque part que ce pays a violé la convention internationale. Voilà pourquoi Mme Bachelet qui est arrivée ici vous a parlé d'allégations jusqu'à la fin, juste à son départ. Elle a fait l'honneur de me recevoir. Elle pouvait recevoir Sam Sévrango et les autres. J'ai été reçu. Elle a parlé du début à la fin d'allégations. Et dans son rapport préliminaire final, elle parle d'allégations. Pourquoi? Parce qu'au niveau du droit international, ce n'était pas le bruit qu'on fait. Il faut avoir des preuves de ce qu'on dit. Elle continue à parler d'allégations. Même Human Rights Watch, l'autre jour, j'étais sur un plateau, j'ai lu le rapport, j'ai souligné où eux-mêmes disent que non. Ils qualifient le rapport eux-mêmes d'allégations. J'ai souligné la page, je l'ai présenté à Mondo Vision. Donc, nous soulevons des éléments qui souvent se retournent contre nous quand nous prétendons vouloir changer les choses. Le Cameroun n'a violé aucune convention internationale. Comme me donne une seule convention avec les éléments à l'appui que le Cameroun a violé. Maintenant, l'affaire des militaires termine par là. Vous dénoncez aujourd'hui le tribunal militaire. Mais quand vous faites de la politique, ceux qui dénoncent ça, ils portent plainte aux gens où? Il y a un des partis, n'étant pas sur le plateau par déontologie, je ne vais pas le citer pour se défendre, mais Kounié, vous le connaissez, vous connaissez de quel parti je parle, qui aujourd'hui estime que le tribunal militaire est un tribunal d'exception, alors que hier, ils ont porté plainte au numéro 3 de ce pays où? Au tribunal militaire. Comme c'était valable. Maintenant, quand ce sont eux, il y a un problème.
Il ne faut pas continuer comme ça, parce qu'il faut éduquer notre peuple. Je voudrais qu'on avance dans le débat, effectivement, Sam Sévérin-Ango. On va aborder la dernière dorsale de cette émission. On va débuter par Emmanuel Coudier sur la question, on pourrait rebondir sur les propos, justement, du président Bandakani, parce que je vous vois, vous avez une folle envie, justement, de réagir. Mais sur la question de l'unité nationale, lundi, effectivement, le Cameroun va célébrer cet événement-là. On n'a pas fait un rappel historique, ça risque de donner lieu à une autre émission. Mais restons sur la consolidation de cette unité nationale. À votre avis, aujourd'hui, on parle de la surenchère ethnique au Cameroun aujourd'hui, ventilée à tout vent par les réseaux sociaux, où ce fameux repli identitaire revient de plus en plus. Les conditions véritables pour une consolidation de l'unité nationale, à l'aune de cette célébration, seraient lesquelles? Oui, avant de répondre à cette question, quand vous m'avez stoppé, j'étais en train de parler des déclarations de M. Dion Gouté, qui a dit à Mondovision que le président l'a envoyé et pour parler, n'est-ce pas, pour préparer le dialogue, et qu'on parlera de tout, sauf de la séparation. Et M. Atangadi qui dit que selon le président, on parlera de tout, sauf de la forme de l'État. Vous voyez que c'est deux langages totalement différents. Et c'est pour cela que le chef de l'État lui-même devrait prendre la parole. Parce que là maintenant, il y a une confusion qui se met dans le landerneau politique. On ne sait plus si on peut parler du fédéralisme ou on ne peut pas en parler. Selon M. Atangadi, on n'en parle pas. Et ça, c'est ce que le chef de l'État lui aurait dit. Et selon M. Dion Gouté, on pourra en parler. Et c'est pour ça que Madame vient de dire tout à l'heure qu'on parle de tout sauf la forme d'État, parce que la Constitution, et je vous étais en train de vous dire que la Constitution n'est pas venue du ciel, ce n'est pas une Bible. C'est les Camerounais qui ont usurpé la Constitution. Et cette Constitution, nous avons, et vous savez bien ce qui s'est passé en 2008. En 2008, nous sommes allés aux élections. Elle nous a dit qu'il fallait que les gens aillent plutôt, qu'on aille dans les formes constitutionnelles, par la voie normale qui constitue, n'est-ce pas, à prendre le pouvoir par les élections. Je voudrais dire à madame qu'en 2008, la Constitution de 1996, qui est sortie, n'est-ce pas, d'un consensus, a été changée par M. Biya et ses amis, puisqu'il s'est arrangé à avoir son assemblée obèse pour le faire, et au cours de cette assemblée, donc, a changé beaucoup de choses dans cette constitution, notamment la manière de participer aux élections, puisque lui-même, M. Biya, candidat aux élections présidentielles, nomme tout seul tout le conseil constitutionnel et tout le conseil électoral avant qu'on ait aux élections, ce qui fait que vous ne pouvez plus nous parler des élections pour avoir quoi que ce soit. Donc il faut oublier, si tant que les règles sont celles-là, qu'on ne nous parle plus des élections. On se présente pour exister. Pour exister, madame, si on était pendant l'esclavage, nous tous on serait enchaînés. Nous devons vivre notre époque. Maintenant, avançons avec la troisième dorsale. Pour revenir à l'unité nationale. L'unité nationale a pris un coup. Oui. Vous avez fait des élections au Cameroun. Le Nord et le Sud-Ouest n'a pas voté. Nous n'avons pas participé aux élections. Le Nord et le Sud-Ouest a été exclu des élections. Et quelques militaires sont allés voter en lieu et place de ces gens-là. Donc vous ne pouvez pas, dans un moment, dans un événement majeur comme les élections, exclure le Nord ou le Sud-Ouest et dire, même si ces deux régions ne votent pas, il y a eu vote, majoritairement il y a eu vote, et puis revenir aujourd'hui, nous dire on va aller fêter l'unité nationale. Ces gens, nous estimons que même le cours de l'unité nationale a été tordu par les élections qui ont eu lieu en octobre. Et si M. Biya pense qu'il est en train d'organiser l'unité nationale, ce n'est pas l'unité nationale, c'est autre chose. Eux seuls savent ce qu'ils sont en train de faire, mais je vous dis qu'une partie du Cameroun ne peut pas être dans cet état, être d'abord en guerre comme ça, avoir été exclu délibérément des élections. Vous ne donnez pas des solutions pour consolider l'unité nationale. Pour consolider l'unité nationale, moi je crois que ce régime ne peut pas. Ils ont charcuté, ils ont dynamité, ils ont, comment je peux dire, ils ont fractionné l'unité nationale. Ce n'est pas eux qui doivent le faire. Les pyromanes ne peuvent pas dire devenir des sapeurs-pompiers. Moi, je ne compte pas sur ce régime pour ce qui est de l'unité nationale. L'unité nationale du Cameroun existera, mais nous avons à la tête du pouvoir du pays aujourd'hui des gens anti-unité nationale. Et nous pensons que quand ils ne seront pas là, nous allons reconstituer notre unité nationale tranquillement. Sam Sévérin-Ango, sur la question de l'unité nationale aujourd'hui, c'est un vaste débat, c'est un vaste sujet. Le Cameroun s'apprête à célébrer la 47e édition du genre, et pourtant, effectivement, on parle de surenchère verbale qui fait vaciller la fibre ethnique au Cameroun. Certains se disent inquiets. Comment on peut consolider l'unité nationale? Quel type de solution apporter à cet acquis-là? Très bien, monsieur Yves Sanjo, j'ai une doléance, d'autant que j'ai fait le voyage de Yaoundé, tout spécialement pour vous. Parce que quand monsieur Bandakani parle au nom du RDPC, vous lui laissez tout le temps du monde. Vous avez un temps de parole. Pour l'instant, non, j'ai bien observé que je suis avec monsieur Kouye et nous avons 3 personnes en face. Parce que même l'intellectuel des services, il est un tout petit peu proche des positions du pouvoir. Donc, pour l'instant, j'ai promis de ne pas répondre à madame. C'est la logique. Parce que c'est une femme. Elle est là pour le compte du RDPC. Voilà. Alors, l'unité nationale, oui, ça me c'est vrai que vous avez escamoté autre chose, je vais y revenir, mais l'unité, je n'ai pas grand-chose à dire. Simplement quelques mots en disant
Le 20 mai doit être refondé. Ça ne nous concerne pas, hein, nous autres, majoritairement Camerounais. Le 20 mai, c'est pour les gens qui vont au palais le soir. Le 20 mai, c'est pour les hauts gradés de l'armée, de la police qui décaissent des grands budgets à cette occasion pour faire de la préparation du folklore. Le 20 mai a fini d'être quelque chose qui cristallise un intérêt, un sentiment d'appartenance à un idéal commun. Il n'y a plus du tout des nations. Comment sortir du stéréotype et de cette perception que vous... Non, la perception que j'ai, c'est la vraie. Si vous allez voir, essayez de détricoter ça, vous allez voir dans le fond, pièce par pièce, que je suis dans la vérité. C'est pour ça que je réponds à mon ami Badankani, je ne renie pas mes amitiés pour dire que il est du mauvais côté, parce qu'il n'a pas été un modèle de l'homme politique qui pourfend essentiellement le monsieur Biya, mais qui, de façon totalement, on va dire, radicale également, se met de son côté, sans qu'il ne nous dise ce qui s'est passé entre-temps. Donc, je dis donc qu'en matière d'unité, l'unité nationale, on ne peut pas en parler. Si vous avez un président et son épouse qui se déplacent, on barre les routes, on bloque les routes, et on ne le voit jamais. On ne peut pas parler d'unité nationale si vous avez toute une diaspora qui est ostracisée, qui ne peut pas revenir dans son pays, qui est bloquée en toutes parts. On ne peut pas parler d'unité si vous avez les seuls enfants de ces gens, directeurs généraux, ministres et assimilés, qui ont accès aux grandes écoles, comme ce que fait régulièrement le président de l'Assemblée nationale depuis des années. Le Cameroun, c'est le Cameroun de Kavaï et Djibril. C'est lui qui a la possibilité de faire recruter ses enfants à l'ENAM sans qu'ils ne passent le concours. Le Cameroun, c'est le Cameroun de Louis-Paul Moutazé, Jacques Famdongo. C'est leur pays, ce n'est pas notre pays. C'est eux qui ont tout amassé, qui empêchent que les enfants des pauvres aient droit au chapitre et voix au chapitre aujourd'hui. Le Cameroun, c'est le Cameroun de Franck Biya qui a fait des affaires sur le bois camerounais. Il est installé dans la principauté la plus riche en France. Il sera riche à vie. C'est le Cameroun. C'est pour cela que je vous dis qu'en matière d'unité aujourd'hui, nous devons refonder tout ça. C'est pour ça que j'ai parlé de... Vous voyez, vous voulez déjà me retirer. Non, allez-y, je ne vous retire pas la parole. Non, je reste poli jusqu'au bout. Je ne vous retire pas la parole. Étatique camerounais, dont le 20 mai 2019, vous voyez, donc moi je ne me sens pas concerné, vous voyez, parce que finalement je sais que c'est grand folklore, on amuse la galerie pour quelques privilégiés de la République. C'est de ça qu'il est question. Sans doute que M. Badakani aura un carton d'invitation pour le palais demain soir, il ira. Donc alors, maintenant, chutez rapidement, je chute rapidement parce que voyez-vous, j'ai entendu de la part de madame que non, la République n'est pas en place au Cameroun. Vous parlez d'organisation des élections. Moi, j'ai été au cœur de cette affaire. Il n'y a jamais eu d'organisation d'élections dans les conditions. Et j'aurais souhaité que monsieur qui arrive comme ayant la neutralité de l'intellectuel nous aide à comprendre que les élections n'ont jamais été saines. Il faut qu'on convienne de modus vivendi à ce niveau. Donc nous sommes assez tolérants parce que nous ne voulons pas de bain de sang, mais nous savons que tout a régulièrement été galvaudé au Cameroun. Donc on n'organise pas les élections au Cameroun comme on les organise, je ne sais pas, en Belgique, en France et ailleurs. Donc au Cameroun, c'est toute une autre affaire parce qu'on met en place une dictature. Sam, sortons. Quelques secondes, je sors. Sortons rapidement. J'ai entendu que j'ai servi 2 candidats en même temps. Vous devriez le recadrer à ce niveau. Mais je le fais en disant, non, il n'a pas la bonne information. J'ai même travaillé pour au moins 4. C'est-à-dire qu'au début, j'ai révélé Cabral Libi quand j'étais à Equinox, vous le savez. Tout à fait. Et puis Akeremouna est venu me chercher. Et puis il y a eu un désaccord dans son entourage. Et puis Maurice Kamto et ses équipes, j'ai discuté avec eux. Et puis Franklin Zifo a dit, non, moi j'ai besoin de toi. Donc j'ai plutôt du mérite à ce niveau. J'étais un booster. Donc je pouvais travailler avec n'importe qui, sauf M. Biya. Maintenant je vous dis, j'entre en politique. Il ne vous a pas sollicité. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai discuté avec le DCC. Vous n'en savez rien, madame. Vous n'en savez rien. Non, c'est pas l'objet du débat. C'est pas l'objet du débat. Je dis donc que pour l'instant, s'il vous plaît, parce qu'on est pris par je n'ai même pas encore fait de carte. J'ai un mouvement. Donc même les partisans, les sympathisants du NMP de Badakani peuvent faire partie de mon mouvement. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore choisi de parti politique. Mon cher, Narcisse, on va sortir de cette émission. Vraiment en un mot, la question de l'unité nationale, évidemment, c'est la principale préoccupation, c'est le cœur même des activités qui vont se dérouler demain sur l'ensemble du triangle national. On espère, en un mot, on consolide cette unité nationale. Comment? Parce qu'on va sortir de cette émission. Vraiment en un mot. Tout est simple puisque c'est un événement symbolique, moi de mon point de vue. Pour consolider l'unité nationale, il faut satisfaire aux besoins de base des populations. C'est de ça qu'on a besoin. Une bonne redistribution des fruits de la croissance. Oui, des richesses du pays, une redistribution équitable, plus ou moins équitable, des richesses, et tout le monde sera content. Professeur Jacqueline Koyok, vous êtes interpellée sur cette question-là. Le gouvernement actuel a le devoir de pérenniser ce vivre ensemble au-delà de tout. Alors vraiment, en un mot, comment on fait?
le président de la République, d'abord, l'unité nationale est un acquis. Donc, le 20 mai, c'est la préservation de la mémoire collective. Quels que soient les groupes qui refusent de défiler, ça ne va pas changer l'histoire du Cameroun. Nous le faisons parce que nous devons pérenniser la mémoire collective. Chèrement, cette unité a été acquise et à coup de sang par nos ancêtres. Nous devons pérenniser. Moi, je suis contente de voir M. Ango qui parle avec toute la ferveur. Et il y a quelques années, il ne pouvait pas le faire. C'est grâce à la liberté d'expression. Mais on leur permet de se défouler. Et puis le président a tout fait. On permet à tout le monde de se défouler. Donc, vous défoulez, vous dites tout. Quand vous aurez versé tout, quand vous allez déverser tout, vous allez vous tranquilliser. Et avec le vivre ensemble, nous allons le faire. J'ai d'ailleurs publié un ouvrage sur le vivre ensemble et la dynamique du lien social. Je pourrais vous donner un exemple. Donc je suis sûre qu'il n'y a aucun problème. Regarde comment tout ce que nous disons les uns les autres, mais nous sommes toujours en train de rire entre nous. Et moi, là où je suis avec les... Je n'ai jamais eu un problème de discrimination. Mais s'il y en a quelque part, nous nous disons qu'il faut une loi qui sanctionne les stéréotypes, les discriminations, mais parce que le Cameroun est en bonne voie et l'unité dans la diversité, nous préservons ce que nous sommes. Mais ensemble, nous construisons. Cette unité dans la diversité, on l'a eu également autour de ce plateau, évidemment, avec des tons divergents sur des sujets hautement épineux. Je voudrais dire merci. Je n'ai pas pu évacuer les SMS, j'en ai reçu tellement. Même 1000 fois merci pour votre contribution. Ensemble, Sévérin Ango, vous êtes venu d'Yaoundé. Infiniment merci d'être venu et d'avoir participé et contribué au débat ce dimanche. Merci également à Emmanuel Kounié, qui était là pour le compte du Social Démocratique Front ce dimanche. Je remercie infiniment le président Bandakani du Nouveau Mouvement Populaire qui était également avec nous ce dimanche. Merci mon cher docteur Narcisse Ngon, stratégiste. Et enfin, je voudrais... Une minute que, parce qu'il m'a lancé un pic, je veux dire que je suis pas l'intellectuel des services, je suis docteur Messier au quartier, attention, donc je subis quand même des frustrations. Très bien, non, je voudrais également rapidement... Ça doit prouver un peu de la logique de ma... Je voudrais remercier... Je vais remercier également le professeur. Voilà, justement. Et le jour, donc, je voudrais remercier...